Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aller un petit peu dans les détails de l'approche tactique du Utah Jazz. On va essayer de comprendre comment Will Hardy, avec peu de joueurs capables de créer leur propre tir, a réussi à faire tourner une attaque plus que correcte la saison dernière. Mais alors comment cet ancien assistant des Spurs et des Celtics arrive en réalité à créer de bons tirs sans vraiment joueurs capables de le faire par eux-mêmes? Eh bien avec énormément de mouvements collectifs, avec une approche assez moderne, et on va essayer de comprendre tout ça à travers certains principes de jeu, certains exemples de systèmes et certains mouvements. Le but ici, ça va être de voir comment on peut créer de l'attaque sans joueurs vraiment de créateurs individuels, mais plutôt avec des principes collectifs, des mouvements, des coupes, des passes et des écrans. Je vous invite à venir avec moi un petit peu dans les détails de ce playbook, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté du Jazz et peut-être même se dire que l'année prochaine vous allez allumer votre League Pass pour retrouver les actions qu'on a vues et qu'on va étudier tout au long de cette vidéo. Donc voilà, bienvenue sur ce nouvel épisode du Dreamcast Show et c'est parti pour étudier le playbook de Will Hardy à Salt Lake City. On se retrouve ici avec un premier type d'action assez moderne qui vient sur de la semi-transition et on va regarder un petit peu dans le détail pourquoi ça fonctionne et pourquoi on peut appeler ça d'une manière un peu moderne. En réalité, ce qui va se passer sur cette semi-transition, déjà l'approche en semi-transition, c'est vraiment vouloir utiliser toutes les secondes possibles sur l'horloge pour avoir le meilleur tir possible. Donc vous avez une première coupe au panier de Kessler qui va quand même attirer Valanciunas. Vous avez Colin Sexton qui prévient Chris Dunn qui va faire un flare screen pour Lauri Markkanen, donc dans cette zone-là du terrain. Et derrière ça, vous avez John Collins qui arrive en second couteau comme Cooper, comme Cut, comme trailer en réalité, pour arriver dans un second temps dans l'action et profiter des premiers décalages qui ont eu lieu. Et du coup, quand ça se découpe plus au ralenti, vous avez le flare screen, le premier décalage qui est créé, personne qui protège la raquette et le panier facile pour John Collins. Attaque assez peu scriptée alors que celle-ci l'est beaucoup plus. Ici, on va retrouver une approche qu'on pourrait comparer au football américain comme je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente. En réalité, vous avez une quarterback ici, une sorte de quarterback avec Kelly Olynyk et vous avez deux actions en simultané avec des receveurs qui peuvent justement aller vers le cercle ou aller vers les zones les plus rentables du terrain. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des écrans, des coupes, et un joueur qui va scanner le terrain pour arriver à trouver la meilleure solution possible et la meilleure passe possible au meilleur moment. Donc ça encore, c'est des actions qu'on retrouve beaucoup un peu sur ces principes de mouvement sans ballon. Vous allez voir qu'on va étudier beaucoup de mouvements sans ballon parce qu'on a peu de joueurs en fait capables de créer sur du dribble. Ici, vous avez deux ghost screens à la suite qui créent un décalage et de la confusion et qui permettent d'avoir un tir ouvert. Encore une fois, peu de création par le dribble, là on passe par du mouvement. Nouvel exemple ici où le décalage est créé par un cut. C'est assez dans le détail, on va revenir dessus. Donc là, ce qui va créer le 3 points ouvert ici dans le corner, c'est la coupe de Keyonte George vers le centre avec un surnombre sur ce côté-là. Comme il y a un surnombre ici, vous avez la coupe qui va attirer le dernier joueur en aide sur le côté faible du terrain, sur le côté gauche, et ça va permettre en fait d'ouvrir toute cette zone-là du terrain. Donc encore une fois, c'est peu de dribble, c'est des mouvements intelligents et des bons placements dans les zones les plus rentables du terrain qui permettent d'obtenir de très bons tirs. On a même des exemples assez marquants où vous allez avoir des bons tirs qui vont être obtenus malgré des deux non-shooters sur le terrain. Donc là, ce qui se passe, c'est que les Lakers sont en drop, voire même en double drop, parce qu'ils ignorent Taylor Hendricks et Kessler. Ce qui fait qu'en réalité, il va y avoir très peu de joueurs pour défendre cette partie-là du terrain, parce que les Lakers en fait préfèrent ignorer cette partie-là du terrain, défendre le cercle. Mais du coup, ça permet quand même, avec de bons mouvements et de bons écrans, d'obtenir des tirs à 3 points. Vous avez un premier écran ici, puis Clarkson remonte pour récupérer la balle, profite de l'écran, et comme le drop est bien trop bas, le tir à 3 points est ouvert. On a étudié un peu les principes, on va étudier un type d'action qui sont les main à main, les hand-off. Pour rappel, donc les principes sont le mouvement, les coupes sans ballon, les écrans avec ou sans ballon, et parfois deux actions en simultané, le but étant de créer le plus de confusion possible pour obtenir les meilleurs shoots et les tentatives les plus rentables sur un terrain de basket.
Donc on va reprendre dès le début des handoffs et on va regarder pourquoi ça fonctionne avec le jazz. Là, vous allez avoir une action où vous allez avoir un handoff qui va être une sorte de leurre, mais qui va occuper la défense. Regardez, la défense est concentrée sur cette partie-là du terrain. Vous avez 4 joueurs qui sont captivés par ce qui se passe ici. Un joueur qui est dans un angle mort qui défend sur un corner complètement à l'opposé. Et vous avez en réalité la vraie menace qui est ici et qui est un flare screen pour Markkanen qui va pouvoir punir la mauvaise attention déjà de la défense et le drop de Jericho Sims. Et voilà, bang. Deuxième exemple face aux Nets où on retrouve exactement la même action. Vous retrouvez ce empty side handoff, donc un handoff sur un côté vide. Le joueur dans le corner opposé qui du coup empêche une net de venir de ce côté-là du terrain. Et Kessler qui se prépare à faire un flare screen pour Markkanen. Markkanen pourra donc attaquer le drop en shootant ici ou profiter de l'espace vide présent là pour attaquer le drive. Réception, attaque et panier. Comme quoi le basket au final c'est pas si compliqué. Ici on retrouve ce qu'on va souvent trouver avec Markkanen un petit peu pour punir les défenses qui anticipent son shoot, c'est un slip de screen. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'aller poser l'écran, il va couper directement au cercle. Et en fait c'est permis par une espèce de 5 out où le joueur le plus proche du terrain du cercle est Collin Sexton qui est défendu par un petit joueur. Du coup, au moment où Markkanen va slip de screen, tout est ouvert et c'est un dunk. Encore une fois, rien d'extraordinaire, juste des mouvements sans ballon et une punition d'anticipation de la défense. Ici, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais on avait une zoom action. Zoom action qu'on avait étudié dans le dico tactique et que là, la défense a anticipé. Et pourquoi c'est intéressant qu'elle anticipe? Parce qu'elle est punie. On se refait la zoom action en vitesse, mais en réalité, ce que vous allez retrouver dans une zoom action, du coup, c'est un porteur de balle ici, un premier écran pour un joueur dans le corner, puis un end-off avec ce joueur-là. C'est exactement ce que le défenseur de Clarkson va anticiper, et donc il va anticiper que Clarkson remonte jusqu'ici pour prendre un 3 points. Et là où Clarkson et du coup le Jazz est une équipe intelligente, c'est qu'il punit l'anticipation de la défense et s'offre un 3 points ouvert. Toujours savoir en réalité que les défenses les étudient et peuvent anticiper ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Encore une fois ici, Portland se fait avoir en voulant être en top lock et éviter que le ballon à la Sexton, et bien ils se font prendre de vitesse. Nouvel exemple ici d'action où la défense se fait prendre parce qu'elle anticipe la zoom action. On a Barnes qui est en top lock, donc qui prévient, qui prévoit, qui empêche Markkanen de pouvoir faire cette coupe-là pour profiter de l'écran et du end-off. Mais en empêchant ce mouvement-là vers le ballon, il offre un mouvement vers le cercle qui est totalement ouvert. Donc voilà un petit peu les actions de end-off qui parfois, le jeu de main à main n'a même pas lieu, mais qui permettent de punir la défense. On continue notre voyage dans un petit peu les méandres, les détails, les fins fonds du playbook de Salt Lake City et du Utah Jazz, cette fois avec une action qui ressemble peut-être un petit peu à de la zoom action, mais avec un poil plus de différence, un poil plus même de mouvement, la strong action. Alors on va se la remettre au début et on va déjà vous expliquer ce que c'est. Alors une strong action, motion strong, c'est deux écrans, donc des screens qui sont staggered screen, donc deux écrans pour un joueur qui part tirer du corner. Donc ça ressemble pas mal à la zoom action où c'est un peu la même chose, sauf que dans la zoom action, ce joueur-là a le ballon dans les mains, alors que cette fois-ci, le ballon est encore là. Et en fait, ça va avoir une succession d'écrans qui vont avoir une succession de possibilités. Par exemple, si le joueur qui défend sur Clarkson reste dans les écrans, on pourrait avoir un 3 points ouvert pour Clarkson une fois qu'il serait arrivé ici. Mais on va voir qu'en réalité, ça permet beaucoup plus d'options que ça. Et ici, la première option que ça permet, ça va être un pick and pop sans ballon pour Clarkson et Markkanen. Donc Clarkson remonte, récupère la balle, pick and pop de Markkanen qui attaque le drop de Christian Wood et ça fait panier. Autre exemple ici où vous allez avoir un end-off qui va se dérouler dans cette zone du terrain plus une zoom action qui va se dérouler ici. Et vous allez voir qu'en réalité, cette fois, la menace ne va pas venir de joueurs qui remontent, mais des joueurs qui posent les écrans avec non pas un, mais deux coupes au panier successives après avoir posé les écrans. La première et la deuxième. Encore une fois, ça part du même schéma, mais la finalité est différente.
Nouvelle finalité ici, où on retrouve notre joueur dans le corner, notre premier écran, notre deuxième écran, notre porteur de balle et un joueur dans le corner. Et là, ce qui va se passer, c'est que après avoir posé un premier écran ici pour Agbaji, il va y avoir un deuxième écran pour Lauri Markkanen, une succession d'écrans, un screen de screener pour offrir un 3 points ouvert. Encore une fois, même schéma, différentes finalités. On retrouve encore une fois notre action. Vous avez le joueur dans le corner, un poseur d'écran et un deuxième. Ils ne sont pas encore bien installés, voilà, les voici. Donc vous avez le corner, l'écran, le deuxième. Et là, ce qui va se passer encore une fois, c'est que vous allez avoir le joueur qui remonte. Et cette fois, vous allez avoir un screen de screener, mais non pas pour obtenir un 3 points ici, mais pour obtenir une coupe au cercle juste là. En fait, Dunn va faire un premier écran ici pour Clarkson, puis un écran ici pour John Collins. Un écran et deux écrans. Fantastique. Encore une fois, on retrouve vraiment le même schéma, c'est du pareil au même, c'est juste la finalité qui est différente. Et là, on arrive sur un nouvel exemple et qui va nous permettre de faire le pont vers le prochain chapitre. Le prochain chapitre va être le cut, et le cut depuis la baseline, donc cette zone-là du terrain. Pourquoi ça va être intéressant? C'est parce que Kessler qui est ici est un non-shooter, mais on va voir qu'un non-shooter peut quand même avoir une certaine utilité. On retrouve nos deux écrans ici, et le porteur de balle juste là. Et là, ce qui va se passer, ça va être bien différent. On va avoir déjà le premier écran ici qui va être en réalité un ghost screen pour obtenir une coupe de ce côté-là du terrain. Et le but, ça va être d'attirer le défenseur de Kessler qui l'ignore dans cette zone-là du terrain pour faire venir une aide et que Kessler puisse obtenir une coupe au cercle. Profitez de l'écran, on récupère sur le cut et on passe pour le cut depuis la baseline qu'on va étudier tout de suite. On reste sur le même match pour commencer de parler justement de ce baseline cut, beaucoup utilisé avec Walker, et vous allez comprendre pourquoi c'est aussi important. Donc là, on retrouve donc le même match que tout à l'heure, et toujours la même problématique de Walker, Kessler qui n'est pas un shooter à 3 points, mais qui peut être utilisé dans un corner. Donc ici, ce qu'on va retrouver, c'est du coup encore une zoom action, donc avec le premier écran qui va avoir lieu ici, et potentiellement un end-off qui pourra avoir là, et Clarkson va prendre juste le premier écran et couper au cercle. Ce qui va créer une première aide qui va permettre à Kessler de couper et de venir punir l'aide de la défense. Et comme la défense va bien réagir parce qu'elle a l'habitude de voir Kessler faire ça, ça va attirer une autre aide qui était censée garder Markkanen et ouvrir le 3 points. Donc là vous avez la zoom action, vous avez l'aide qui vient et Duren qui a perdu Markkanen dans son dos. Donc encore une fois, c'est très intéressant de voir comment on peut punir la défense même avec des joueurs à gros compromis. Ici, on retrouve un pick and roll tout simplement qui va attirer l'aide de Valanciunas juste ici et Kessler va pouvoir passer par derrière et rentrer. C'est quand même intéressant de voir qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de poids mort en défense si on l'utilise de manière intelligente. Nouvel exemple ici. Regardez, Kessler est là, encore une fois, dans un corner, alors que c'est un joueur qui n'est pas vraiment capable de prendre des 3 points. Et l'aide va être punie sur le pick and roll, Hartenstein monte. Et Kessler arrive de derrière pour un poster. C'est tout bête, hein, mais ça permet en réalité de transformer un 4 contre 4, voire un 4 contre 5 en 1 contre 0, tellement la défense a tendance à l'oublier, tellement il est inoffensif dans la zone du terrain. Encore une fois, là, vous pouvez voir qu'il est dans le corner opposé juste ici. On va avoir un pick and roll, un aide qui vient et encore une fois le baseline qui arrive derrière. Ça me fait rire parce que c'est 5 comme bonjour et pourtant les équipes continuent de se faire piéger là-dessus comme si au final le fait de l'ignorer à 3 points un petit peu avait l'effet plutôt mauvais de l'oublier complètement et de pas le prendre en compte dans le jeu. Là, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, le cut depuis la baseline va être anticipé par la défense. Je pense qu'on est au début de match, peut-être que justement les Cavs avaient préparé ça, c'était préparé au fait de ne pas se faire avoir par les cuts depuis la baseline par Kessler. Et du coup, ça va attirer le défenseur Okoro pour protéger ça pendant qu'en fait, Allen monte en aide, Okoro défend pour défendre Kessler qui coupe. Mais du coup, ça ouvre cette zone-là du terrain et ça ouvre Sexton à 3 points. Donc en réalité, encore une fois, c'est un bon exemple de comment avec des corners actifs et des joueurs en mouvement, on peut transformer un poids mort en vraie menace
pour le jeu. Et dernier exemple de baseline cut, on va retrouver ici un Danny Green cut. Donc un Danny Green cut, c'est un cut depuis le fond du terrain et du coup ça peut un petit peu prendre la défense de vitesse, surtout face à une défense de zone qui du coup ne suit pas les joueurs et a tendance à parfois un peu oublier derrière les mouvements qui peuvent se passer dans leur dos, et c'est le cas ici avec ce Danny Green cut. Un autre type de cut qu'on va retrouver chez le Jazz, c'est celui à 45 degrés qui arrive souvent à côté d'une action comme ici, ou parfois même pour aider un petit peu une action qui serait bloquée. Mais c'est très intéressant d'avoir toujours ces joueurs qui utilisent ces cuts dans une zone assez difficile à défendre du terrain, et surtout dans un rythme toujours un peu en simultané d'une action ou d'un pick and roll, ou alors qui peut arriver comme ici avec Collin Sexton, où en fait c'est quand l'action est bloquée qui déclenche son cut. Et en fait, ça permet d'avoir une certaine flexibilité. Je pense que ça fait plus partie de principe que d'un vrai système. C'est de savoir qu'à certains moments, il faut des joueurs dans cette zone du terrain pour que lorsque l'action se retrouve bloquée, on les trouve et on ait l'habitude de les voir faire ce genre de mouvement. Encore un nouveau type de cut avec le Iverson cut. Cette fois-ci, on va le retrouver 2 fois en sideline action, donc après une remise en jeu. Donc le Iverson cut, qu'est-ce que c'est? Là, vous allez voir que Sexton va envoyer la balle à Markkanen et va profiter d'un puis 2 écrans pour se retrouver dans cette partie-là du terrain, d'avoir déjà créé un décalage et pouvoir partir en drive ou même tirer d'ici. Et ce qui va se passer sur cette action, c'est qu'au moment du drive, on va avoir en même temps un cut à 45 degrés de Kessler qui va profiter des aides qui vont venir de ce côté-là du terrain pour profiter de la zone vide. Donc encore une fois, on a des cuts, des mouvements, des écrans pour créer de la confusion, obtenir des décalages et le meilleur tir possible. Iverson cut fini, le drive, le cut à 45 et le panier facile. Nouvel exemple de l'Iverson cut ici pour attaquer le drop de Chet Holmgren. Donc réception du ballon de Clarkson ici pour le Iverson cut, qui en tête George va prendre un puis 2 écrans. Le deuxième écran est fait autour du joueur qui défend en drop, et ce qui va forcer Shai Gilgeous-Alexander à prendre ne serait-ce pas qu'un, mais 2 écrans aussi dans la défense, ce qui va être plus compliqué à suivre et du coup plus facile pour attaquer le drop. Un nouveau moyen d'utiliser un petit peu les cuts et les écrans pour obtenir des tirs avantageux. Et le deuxième écran, le drop et le pull-up à mi-distance. Nouvelle page du playbook avec le chin screen ou peut-être le chin set ou les chin cut. Il y a différentes nomenclatures, c'est surtout des back screen et je vous l'explique en vitesse vu qu'on ne l'a pas encore étudié dans le Tico Tactique. Un UCLA screen, ce serait un screen du coup du poste 4 pour le poste 1 quand le ballon est ici. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est le chin screen, appelé aussi chin set, back screen, back cut. Enfin bon, il y a différents noms. L'important, c'est de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et du coup, c'est sur le weak side, le côté faible, le poste 5 qui pose un écran pour le poste 3 qui coupe au cercle, mais plutôt dans le dos de la défense. Quand on a étudié blind pig, par exemple, on aurait pu avoir le 2 qui passe au 5 qui passe au 3 et ça aurait été un blind pig. Là, on parle surtout de l'action de l'écran et de la coupe, plus que du système dans sa totalité. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent et on va se remettre l'action qu'on vient de voir. Vous voyez, il est ici l'écran et vous avez le cut qui est là. Toujours en sachant que dans une autre partie du terrain, ce qui se passe chez le Jazz, c'est qu'il y a déjà une autre action qui attire l'œil de la défense, dans un spacing qui est plutôt bon avec une défense qui est vraiment très étirée. Et du coup, la défense est prise de vitesse parce qu'elle a trop d'endroits à regarder en même temps et elle se fait avoir, tout simplement. Nouvel exemple ici avec une sideline action et vous allez avoir sur le côté opposé Keyonte George, un meneur qui va faire un écran pour Markkanen, un joueur de 7 pieds. On est toujours sur du basket quand même très moderne. Et ça fonctionne. Donc encore une fois, des écrans, des mouvements, un peu de modernité dans ce jeu-là. Et là on le retrouve encore avec un écran de Sexton pour Markkanen qui lui a permis d'obtenir une bonne position. Encore une fois, des arrières qui font des écrans pour des pivots. Et moi, j'aime beaucoup ce système-là. On va se le remettre une deuxième fois après, une fois que ça sera fini. Système qui est un peu en 2 temps, vous allez voir. Donc, vous avez déjà le premier chin screen pour Fontecchio avec Kessler, du coup, qui va jusqu'au cercle. Et là, ce qui va être marrant, c'est qu'on va avoir ces deux Markkanen et Fontecchio qui vont, entre guillemets, faire blocus, une sorte de double Gortat screen pour que Kessler puisse profiter du alley-oop.
On se la remet une dernière fois en vitesse réelle, mais voilà comment Jarrett Allen se fait piéger avec Walker Kessler dans son dos. Page suivante du playbook du Utah Jazz avec un système que vous êtes censé déjà connaître avec le Horns Flare. Pourquoi vous êtes déjà censé le connaître? Tout simplement parce qu'on l'a étudié dans le dico tactique, donc on retrouve la situation en Horns avec deux joueurs dans les hauts de la raquette, un joueur positionné ici et deux joueurs dans les corners. Et avec l'écran, donc le flare, donc c'est Clarkson qui va poser un écran pour Keyonte George ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va avoir l'écran, la défense qui est attirée par l'écran et le joueur qui l'utilise, et ça libère Clarkson à 3 points. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que regardez le score, on passe à 86, et du coup, l'action suivante, on retrouve le même système, Keyonte George ici, Clarkson là, et Kelly Olynyk encore ici. Et là, du coup, la défense va s'adapter, pas laisser de décalage, et c'est là où nos principes qu'on a déjà étudiés au préalable vont rentrer en jeu. Donc là, on a Kelly Olynyk qui peut tenter de driver. Ce qui va se passer, c'est qu'il va driver, c'est un driver plutôt correct. La défense va se contracter autour de lui, et qu'est-ce qu'on va avoir? Le cut baseline de Kessler qu'on a déjà étudié plus tôt dans la vidéo. Comme quoi, les principes, au final, quand le premier ne fonctionne pas, le deuxième et le troisième rentrent en jeu. Nous voici arrivés au dernier chapitre, celui des ball screens, les écrans sur le porteur de balle. Et on va retrouver tout de suite nos petits ajustements, nos petits principes de base. Donc là, on va avoir un écran sur le porteur de balle, mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va avoir un écran pour Markkanen dans cette zone-là du terrain, parce que rappelez-vous, une action ne vient jamais seule du côté du Jazz. Du coup, on a un pick and roll. Enfin, un écran sur le porteur de balle, pardon, et un écran pour Markkanen qui est ouvert à 3 points, avec la faute. Toujours les mêmes principes. Là, si vous reconnaissez, on retrouve notre stagger strong motion avec les deux écrans. Et ce qui va se passer, c'est que la défense, du coup, va avoir l'œil ici. Vous voyez, Kevin Durant est en train de parler à Grayson Allen. Mais la réalité, c'est que c'est juste un empty side pick and roll, donc un pick and roll sur un côté vide où personne ne peut venir en aide parce que tout le monde est occupé à défendre cette partie-là du terrain. Ciao Banjo. Encore une fois, deux actions en simultané, on multiplie les risques et on crée de la confusion. Là, j'aime beaucoup cette action parce qu'en fait, c'est Kelly Olynyk qui fait un pick and roll avec John Collins. Pas grand chose d'autre à dire à part que c'est deux mecs qui font genre 2m10, 2m8 qui jouent un pick and roll sur tout le terrain. Assez incroyable, très moderne. Là, on va retrouver un nouveau empty side pick and roll. Très important de faire ces pick and roll dans des parties vides du terrain encore une fois pour éviter qu'il y ait quelconque aide qui puisse venir. Là en plus le piège a bien fonctionné parce que c'est Chris Dunn, le joueur défendu par Curry, le plus petit joueur sur le terrain qui est dans le corner. Donc c'est Curry qui est dans le rôle du low man, c'est Curry qui est censé protéger l'arceau. Et voilà, ça marche pas. Donc bon bref, le pauvre, il n'y est pas pour grand chose là-dessus, ils sont juste fait piéger. Nouvel exemple ici avec un empty side pick and roll, toujours une fois pour piéger la défense et mettre en avant les talents athlétiques de John Collins. Parfois je dis Jason Collins, mais c'est John Collins. Là ici, on va retrouver une action que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser un petit peu à du football américain. On retrouve genre 4 joueurs sur la même ligne et en fait John Collins va venir faire un écran sur le porteur de balle et Sexton va venir faire un flare screen en même temps sur Markkanen. Encore une fois, deux actions en simultané, c'est difficile à défendre, on ne sait pas où donner de la tête et c'est un tir ouvert. Ça me fascine, moi je me régale. J'espère que vous aussi. Nouvel écran cette fois avec un double écran, un 7-7 et vous allez voir pourquoi ça fonctionne. Donc la défense s'attend à un écran de Kessler puis un écran de Fontecchio, mais en fait pendant que Kessler pose son écran, Fontecchio passe en dessous et c'est un moyen d'attaquer le drop de Dereck Lively, du coup qui oublie son joueur, qui ne switche pas et le 3 points est ouvert. Ça fonctionne assez bien. Nouvel exemple ici où il y a un nouvel écran pour le premier poseur d'écran sur un double screen. On se la refait plus doucement. Donc vous avez les deux écrans avec Markkanen et Olynyk. Double écran qu'on a déjà étudié aussi dans le dico tactique. Et après le premier écran, on a, je crois que ça s'appelle un veer screen quand il y a un premier écran sur le porteur de balle puis un deuxième écran off-ball. Et du coup, Olynyk vient faire un écran sur Markkanen après en avoir fait un sur Sexton. Le 3 points est ouvert car encore une fois, on attaque le drop. Et ça va être la dernière action de notre vidéo, le dernier système
où du coup, encore une fois, on se retrouve avec deux écrans, une confusion et un tir ouvert au cercle. Et je trouve que cette action résume bien parce qu'on est sur de la semi-transition, donc vous voyez, on va assez vite dans l'action. On rentre vite dans l'action, il y a un côté qui est complètement vide, donc comme ça il peut y avoir difficilement de LED. Il va y avoir un premier écran qui est glissé par Markkanen et qui va aller au cercle. En même temps, Clarkson lui coupe complètement, donc en réalité on s'attend à un double screen, mais aucun des deux n'est un vrai écran. Ça crée de la confusion, il y a des joueurs qui doivent venir aider dans cette zone-là du terrain. Hachimura qui doit venir protéger aussi le corner opposé car le ballon est maintenant au milieu du terrain, il n'y a plus de côté faible et de côté fort. Et ça ouvre encore une fois le cercle. Voilà, c'était la dernière action du playbook du Utah Jazz. Et bien si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, merci beaucoup à vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert quelque chose de nouveau avec nous. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute, merci pour vos abonnements, vos commentaires et tous vos retours. On va essayer de continuer à faire un travail de qualité comme on a commencé à faire depuis le début de l'aventure. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez, tout ce que vous voulez. Rendez-vous demain pour la suite, parce qu'il y a déjà une suite sur le Utah Jazz où on va du coup faire un focus sur les joueurs, en particulier les jeunes, les rookies, mais aussi ceux qui sont là depuis une saison. Donc voilà, demain, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, toujours pour parler du Jazz, mais cette fois du développement des joueurs et des futurs peut-être stars qui vont jouer à Salt Lake City.